je vivrai, je me battrai toujours pour tes couleurs. Ok, Maître Ngao, comme on a l'habitude de t'appeler, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Ben, écoutez, je suis Jean-Robin Ngamo, originaire du Cameroun, de nationalité française, chef d'entreprise, juriste, diplômé de l'université de Reims Champagne-Ardenne, résident en France et en dernier promoteur culturel dans la diaspora camerounaise de France et d'Europe. De toutes ces casquettes que vous avez présentées, écoutez, je crois que je suis bien dans la casquette d'abord de juriste, parce que c'est une formation quand même que j'ai fait pendant de longues années, jusqu'au doctorat. Ouais. Et également promoteur culturel, parce que je crois que c'est ça qui donne, j'aime bien donner la joie de vivre aux gens, j'aime bien donner du plaisir, et je crois qu'avec ça, je donne beaucoup de plaisir. Ok, et s'il fallait noter par ordre d'importance. Oui quand même, parce que je crois quand même que c'est ça qui se nourrit son homme. Il ne faudrait pas qu'on soit là. Je revendique ça aussi. Je veux dire que je suis promoteur culturel, c'est très très important. Mais vous m'avez dit de faire un classement, donc je ne veux pas mentir en vous disant quand même que ce qui me nourrit, c'est le métier que je fais qui me permet d'avoir ce loisir. Parce que je considère ça d'abord comme un loisir. Donner du plaisir aux gens, faire du spectacle. Oui, en tant que juriste, quelle est votre cible au niveau de la clientèle? Quelle est la configuration de votre clientèle au niveau de votre c'est plus dans l'entreprise. Je travaille beaucoup plus avec les entreprises françaises absolument. Les entreprises françaises. Et c'est le conseil ou c'est... C'est du conseil. Okay. C'est du conseil avec les entreprises. Et je fais aussi beaucoup avec les individus, mais ça c'est vraiment du bénévolat. Pour les personnes en difficulté administrative, ceux qu'on appelle vulgairement les sans-papiers, les gens qui veulent régulariser leur situation, ils viennent me voir, moi, je le fais honnêtement, complètement gratuitement, mais avec autant de plaisir que ce que je fais lorsque c'est pour avoir une rémunération quelconque. D'accord. En tant que juriste, justement, parlons de la population, de la cible qui nous concerne, qui sont souvent en situation irrégulière. Vu de ce côté-là, quel est le message que vous, en tant que juriste, vous pouvez envoyer comme ça aux autres Camerounais qui sont tentés par l'aventure? Sincèrement, j'ai toujours fait attention de ne pas me transformer en donneur de leçons. Parce que quand on pose la question en disant que l'Europe ou l'Amérique c'est difficile, on nous renvoie toujours la réponse et vous faites quoi là-bas? Donc je ne veux pas donner de leçons. Celui qui pense que son avenir est plutôt de ce côté, qui n'hésite pas. S'il croit que c'est plutôt dans son pays qu'il peut s'en sortir, je respecte ça. Je veux dire, je ne suis pas un donneur de leçons, je crois que chacun a son destin. C'est chacun qui décide pour sa vie. Et si jamais il arrive là, c'est pour ça que tous ceux qui viennent me voir, qui ont des problèmes de papier, je ne leur fais jamais la morale. J'écoute leur histoire, et j'ai vu des gens qui ont fait le trajet quasiment à pied entre le Cameroun et la France, ils ont traversé avec des bateaux de fortune. Je me dis, si quelqu'un fait ça, c'est qu'il avait vraiment envie de changer sa vie. Donc je ne le juge pas, j'essaie de l'aider. Et souvent les résultats sont extraordinaires parce que quand ces personnes ont les papiers, ils font des choses extraordinaires, ne serait-ce que pour eux, pour leur famille et même pour leur pays. Et donc à partir de ce constat-là, vous êtes témoin privilégié de la situation parce que vous êtes à une position d'observateur averti. Quelle conclusion vous pouvez tirer à partir de l'expérience des uns et des autres? Pour ceux que je connais, les Camerounais, c'est des gens qui ont toujours l'espoir. C'est-à-dire que lorsqu'on vit avec de l'espoir, on arrive à faire des choses merveilleuses. C'est vrai que nous avons un pays qui est à la fois merveilleux et qui est à la fois compliqué. Parce qu'il y a une certaine joie de vivre au Cameroun, mais on sent aussi dans le regard des gens qu'il y a aussi beaucoup de souffrance. C'est pour ça qu'ils partent. Si c'était aussi bien qu'on le dit, ils ne seraient pas partis. Donc je crois que le jour peut-être où on va pouvoir assainir tout ça, beaucoup de gens ne souhaiteraient que rentrer dans leur pays, parce que chacun est bien chez lui. Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on fait... C'est pour ça que aussi quelque part, j'aimerais pour dire, je me suis beaucoup lancé dans le spectacle, dans le culturel, parce que les gens ont besoin de ça. C'est le seul moment où ils oublient tous leurs soucis, ils viennent faire la fête, ils se prennent pour ceux qui n'ont pas pu être ou ceux qui voulaient être dans la vraie vie.
Et le temps d'un soir, ils se prennent pour un prince ou pour une princesse. Ouais. Et comme vous avez engagé la transition, on va poursuivre dans ce sens pour parler de votre casquette de promoteur culturel. Comment vous arrivez dans le domaine? Parce que ce que j'ai comme background par rapport à vous, c'est que même quand vous étiez déjà à l'école, vous aimiez trop les concerts et les autres. Ben, comment concrètement vous avez déjà pu mener parallèlement vos études par rapport à ce monde du spectacle? Et ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question, c'est comment est-ce que vous avez pu vous installer dans ce domaine de la promotion culturelle au niveau de l'Europe, particulièrement en France? Ben, pour vous dire comment ça a démarré, je crois que j'ai commencé en quatrième. J'ai commencé en quatrième parce que j'ai deux grands frères qui sont guitaristes mais qui détestent chanter. Voilà, donc chaque fois qu'ils jouaient à la guitare, ils m'appelaient pour venir essayer de mimer les chansons. Jusqu'au jour où leur chanteur, qui à l'époque était surnommé, je crois, Moni Billet, fait défection. Et il n'est pas là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un chanteur. Mon frère dit, j'ai mon petit frère, il peut faire l'affaire. Est-ce que, je t'interromps un peu, est-ce que tu peux nommer ces deux grands frères pour la... Alors, il y a Paul Lévin Gamo et Roger Hans Gamo. Voilà, c'est mes deux grands frères. Et Paul, il est à Chicago. Bon. Et l'autre, il est plutôt Cameroun. Donc, c'est les premiers qui grattaient à la guitare comme ça à la maison. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé comme ça sur un spectacle. J'ai pris plaisir. Et voilà comment eux, ils étaient au lycée. Et après, moi, j'étais encore au CES. Après, je suis allé rejoindre plutôt l'équipe du CES. On a monté un groupe. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Je n'ai jamais arrêté. Parallèlement à mes études, j'ai toujours fait du concert scolaire. Je suis arrivé à Douala, j'ai chanté au collège Alfred Zacher, au collège ISES. J'étais dans le groupe de la LCRMK, qui était l'un des plus grands groupes de la ville de Douala. J'étais intégré dedans. On ne savait même pas que j'étais élève. Parce que c'était tous des professionnels, mais des semi-professionnels. Ils ne savaient même pas que j'étais élève. Et voilà, j'ai intégré le groupe. Je suis allé à l'université de Yaoundé. J'étais le chanteur principal de Yaoundé Université Music. On appelait le Youm à l'époque. Voilà, j'ai passé juste une seule année, mais pendant l'année, là, j'ai laissé quand même des souvenirs qui restent encore gravés dans le mémoire de certaines personnes. Et je me retrouve maintenant en France, en province, à Reims, étudiant en droit. Je trouve des amis étudiants, d'autres amis avec qui on a fait la musique à l'époque, qui me disent pourquoi on ne montrait pas le petit truc. Donc on a monté un groupe qui à l'époque il y avait un nom un peu marrant, ça s'appelait Chicken Rice. Tout simplement parce qu'on passait tout le temps à manger du riz et du poulet, rien d'autre. Donc voilà, on a monté le groupe. Pendant pratiquement 8 ans, on a tourné, on a commencé par les petits bars du coin. Et finalement, on a fait les premières parties des grands groupes de reggae qui tournaient un peu en Europe. Voilà, jusqu'à ce qu'en 2000, j'ai décidé de tout arrêter parce qu'il y a ma fille qui est née, je ne peux plus... Être instable. Voilà, je me dis que non, quelque part, il faudrait que je fasse un choix, qu'il faudrait vraiment que j'aille travailler, que j'ai des diplômes, que voilà, je les ai dépoussiérés. Et bon, allez, je vais chercher du boulot. Donc voilà comment je me mets... dans l'entreprise, je commence dans la banque, tout ça, et puis voilà. Et quelques temps après, je crois qu'en 2007, je rencontre un chanteur qui s'appelle Philippe Miloko. C'est Maloko ou Loco? Miloko. Miloko. Philippe Miloko, un chanteur camerounais qui a un disque qui marche plutôt bien. On se rencontre, on discute, il me parle un peu de ses trucs, comment il fait. Je me demande, est-ce que tu penses que je peux t'aider quelque part? Il me dit oui, j'ai un projet, j'ai un nouvel album que je vais sortir, mais je n'ai pas les moyens pour faire. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui peut le produire. Pourquoi pas, on va voir. Donc, toujours de fil en aiguille, on discute, et puis voilà, ça part sur la production, on produit le disque de Philippe Miloko, on fait la promotion. Et c'est la période, honnêtement, où le disque commence à mourir. C'est-à-dire que la piraterie est tellement importante. Ça ne marche plus. La vente du disque, ce n'est plus. Donc je me rends compte que oui, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que je me dis, pourquoi pas le spectacle? Pour rester là-dedans, au lieu de produire des disques, on peut plutôt produire du spectacle. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle. Et je me dis, il ne faudrait pas que ce soit un spectacle. Il ne faudrait pas que ce soit des choses que comme tout le monde fait, je vais essayer de trouver un angle d'attaque. L'angle d'attaque que j'ai trouvé, c'était d'aller chercher les artistes
en Afrique Ouais. pour les faire venir au Cameroun. Donc, c'est comme ça que En je Europe, commence, ouais. en Europe, pour les faire venir en Europe, pardon. C'est comme ça que je commence avec Guy Watson Mignon Cité qui vient de sortir un truc qui marche super bien. Et avec Narcisse Price, Chakala VIP. Voilà, après j'ai fait voilà, toute la vague, au fur et à mesure j'ai fait venir, on intitule la soirée Élégance et Mignoncité. Et voilà, voilà comment je me retrouve dans ce truc-là. Ok. Ouais, puisque nous sommes dans le champ du showbiz, la réputation de ce milieu-là, c'est que c'est un milieu de caïman, en fait, de caïman. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport... Ce n'est pas un milieu simple. Ouais. Ce n'est pas un milieu simple. Les plus grosses difficultés viennent d'où? Est-ce qu'on peut identifier les sources des difficultés qu'il y a au niveau du showbiz? Je crois que c'est d'abord les égos. Okay. Les égos des promoteurs. Les artistes, non, ça va, les artistes, on arrive à gérer avec eux. C'est les promoteurs qui ont un égo que je dirais surdimensionné. Ouais. Chacun va être le meilleur. Ouais. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à créer des synergies entre les différents acteurs. Ouais. Il faut toujours une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il faut dire le premier, le deuxième, alors que tout le monde peut être au même niveau et peut faire les choses ensemble. Mais bon, ce n'est pas dans notre culture, je crois. Et ça crée beaucoup de rivalité, ça crée beaucoup d'animosité, je dirais même. C'est aussi dû au fait que la plupart des promoteurs travaillent en fonds propres, parce que c'est à leur décharge, je dirais que comme ils travaillent en fonds propres, ce ne sont pas des subventions, il n'y a personne qui peut venir harmoniser ça vraiment. Ouais. Que tu as sorti ton argent, tu ne peux pas le perdre, donc tu utilises tous les moyens qu'il faut pour peut-être bousculer les autres, ce qui fait que voilà, ça crée beaucoup de tension. Et les plus faibles, forcément, ils tombent. Oui, je parlais de panier à crabe, c'est aussi d'autres termes qu'on utilise, parce que très souvent, on a vu des artistes qui traînaient en justice parce qu'ils n'ont pas respecté le terme du contrat, ou des artistes traîner des promoteurs en justice parce qu'ils n'ont pas reçu leur cachet. Ouais, c'est à ce niveau-là que je dis vraiment où vient la difficulté, où est-ce qu'on trouve le plus de caïmans, si on peut dire. Est-ce que c'est du côté des artistes? Est-ce que c'est du côté des promoteurs? Non, je crois qu'un artiste, par exemple, que tu sollicites qui est au Cameroun, tu fais la publicité et le jour du spectacle, il n'a pas le visa. C'est pas de sa faute. Il a mis tous les moyens, il est volontaire pour venir. Mais le consulat a décidé différemment que non, il ne va pas venir parce qu'il n'a pas de visa. C'est arrivé dernièrement à Paris. C'est pas la faute de l'artiste, on ne va pas le condamner pour ça. C'est pas ce que je veux dire. Et de l'autre côté, le problème de cachet. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les promoteurs travaillent à fonds propres, on est peut-être, je peux dire 3 maximum, qui sont capables de faire un budget, que ça marche ou pas, on sait que tout le monde est rémunéré. Les autres comptent sur la recette. Et lorsque tu fais quelque chose en comptant sur la recette, il peut souvent avoir des surprises. Bien sûr. Et lorsqu'il y a la surprise, on essaie de trouver le maillon faible à ne pas payer, parce que si tu ne payes pas la sécurité, bon, généralement, ce n'est pas des gens qui font 1m30, hein, c'est plutôt des costauds. Ils savent comment faire, récupérer l'argent. Voilà, c'est ça, tu ne payes pas le DJ, il peut arrêter de passer les disques. Il tue la soirée. Voilà, il tue la soirée. Donc souvent, c'est les artistes qui payent. Parce que c'est peut-être le maillon faible de la chaîne. Voilà. Donc on essaie de payer tout le monde. Et puis maintenant, arrivé sur l'artiste, on dit papa, on va se voir demain, machin tout. Ok, mais tout à l'heure, nous étions sur le point de l'organisation et de la gestion des spectacles. Est-ce que, de par ta position, tu penses qu'il est possible de professionnaliser? Si oui, quelles sont les conditions? Parce qu'au Cameroun, très souvent, on accuse les structures, on dit qu'il n'y a pas de structure pour les spectacles. Mais en France, en Europe, quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés qui sont propres à la France, qui font que les gens ne deviennent pas des professionnels, même étant installés dans un environnement où on s'attendrait normalement à ce qu'ils exercent en professionnel? Quelles sont les difficultés au niveau de... Parce qu'il faudrait savoir que la culture, en général, n'a jamais été rentable. Pour être professionnel, il faudrait le concours des pouvoirs publics. Toutes les œuvres culturelles, tous les environnements culturels ont toujours été subventionnés.
pouvoir être professionnel, il faudrait être rémunéré soit par l'État, soit par des organismes, soit par des collectivités voilà, locales. collectivités locales, ou souvent aussi des mécènes. Il peut y avoir des grandes sociétés qui prennent en charge l'organisation, le financement des événements culturels. Ouais. Le problème en Europe, c'est que c'est encore à l'état, je veux dire, embryonnaire, ouais, qui fait que tous les promoteurs, je dis bien quasiment tous, travaillent en fonds propres. Ouais. Ou ils prennent des crédits à titre personnel, mais la banque, quand elle prête, c'est un crédit personnel. Normal, ouais. Tout ce qu'elle pas de garantie, pas d'assurance. Ouais. Exactement, donc tu es obligé de cautionner, tu es obligé de mettre des trucs en caution qui n'ont rien à voir avec ce que tu vas en train de faire. Ouais. Les collectivités locales ou l'État français ne reconnaît pas encore cette culture d'ici et d'ailleurs. C'est-à-dire que ils trouvent que c'est encore... et peut-être il n'y a pas encore d'impact, parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait un retour. Si on subventionne, on finance des événements culturels, c'est qu'il faudrait un retour, de sens politique, pour la collectivité qui a financé ça. Ouais. Ils ne sentent pas encore qu'ils puissent avoir ce retour-là. Ouais. Donc il n'y a rien, on ne travaille qu'en fonds propres. Donc si je comprends bien, il y a un problème d'intégration, parce que si au niveau de la situation sociopolitique, la population africaine en général et camerounaise en particulier ne peut pas avoir un impact politique, ça fait qu'ils sont une quantité négligeable. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas les prendre en considération quand il faut établir des budgets, que ce soit des budgets de fonctionnement au quotidien ou des budgets culturels. Alors, en sachant aussi, sans vouloir vous couper, que vous savez bien que c'est peut-être une hypocrisie, hein, mais la France est contre le communautarisme. La France ne veut pas entendre qu'il y a des communautés. Ils veulent dire que voilà, c'est tous ensemble. C'est une entité unique. C'est une entité unique, donc on ne veut pas savoir que non, il faut faire un truc pour les Camerounais, il faut faire un truc pour... Donc, c'est souvent cette hypocrisie-là qui fait que on ne peut pas aller avec des projets bien précis pour dire que voilà, c'est pour s'adresser à la communauté camerounaise. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc on est obligé toujours de contourner, de créer des choses qui n'ont peut-être pas d'intérêt pour eux. Et comme nous, on sait ce dont on a besoin, nous sommes obligés de faire ça nous-mêmes. Si aussi du côté du Cameroun, par exemple, il y avait aussi un ministère de la Culture qui regardait un peu sa diaspora, il aurait pu aussi avoir un coup de pouce. Voilà, écoutez, ils essaient de faire quelque chose, parce que je dis bien l'importance de la culture dans le rendement, l'importance du spectacle, l'importance comment dirais-je, du loisir dans l'épanouissement personnel de l'individu est très très important. Bien sûr. Et les décideurs camerounais sauraient que la diaspora peut être plus dynamique si elle a aussi des lieux ou des moments de loisirs. Le jour qu'on comprendra ça, je crois qu'on créera une diaspora plus dynamique et même plus solidaire. Je veux faire juste une parenthèse, on ne va pas beaucoup s'élargir là-dessus. C'est juste une parenthèse par rapport à la gestion des droits d'auteur au Cameroun, parce que quand tu parles de la diaspora, j'ouvre cette parenthèse-là pour parler du cas d'Eddie Yango. Que tu as certainement dû suivre. Tout à fait. Quelle est ta lecture de ce dossier-là? Le Cameroun, j'essaye au maximum de ne pas être trop présent dans le débat politique camerounais, parce que après ça crée des... Non, l'aspect culturel, parce que c'est un artiste qui s'implique dans le domaine culturel. Ce n'est même plus culturel, je veux dire, c'est une aberration. Lorsqu'il se présente pour être président de l'organisme, je crois que c'est la CMC, ou la SOCAM, je crois, je sais plus. Oui, c'est la SOCAM, ça te manque plus tellement le nom. Lorsqu'il se présente, on sait bien qui il est. C'est quand il remporte l'élection qu'on se dit, ah tiens, non, il n'est pas camerounais, il est plutôt américain. Je trouve que c'est ridicule. Est-ce qu'il peut faire le job? Oui ou non? Est-ce que ses pairs ont voté pour lui? Oui ou non? On se pose la question, on y répond et on laisse faire. Je veux dire, c'est tellement dommage qu'il y ait toujours cette volonté d'écraser ceux qui ont du talent. On adore les médiocres. On va laisser les trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a deux petits prébendiers qui vont profiter de la situation et gérer les petites affaires internes, se mettre un peu d'argent dans la poche. Alors que peut-être le monsieur était venu avec un projet clair, il était venu avec une ambition claire,
qu'on le laisse faire. Maintenant, si au bout de son mandat, on voit qu'il n'a pas bien fait, on le met de côté, on prend quelqu'un d'autre. Okay. On ne peut pas dire aujourd'hui, il est disqualifié parce qu'on se tient, par magie, on s'est rendu compte plus tard qu'il n'était pas qui n'était plus Camerounais. Bon, ridicule en tout cas. Bon, pour revenir à la situation de JPN, quelle projection tu peux faire par rapport à la structure d'ici 5-10 ans? Comment tu vois JPN d'ici 5-10 ans? NGR. Yeah. Écoutez, moi j'espère apporter mon expertise dans la plupart des continents où se trouve la diaspora camerounaise. Ouais. Si on peut créer des synergies entre les différents acteurs américains, asiatiques, en fait la diaspora, je le dis, Ouais. que lorsqu'on découvre un artiste, parce qu'il y a des artistes que je découvre, Ouais. je l'amène en France. Après je dis, bon voilà, est-ce que j'appelle les promoteurs de Chicago, Ouais. qu'il y a telle personne qui est disponible, est-ce que ça vous arrange? Oui. J'appelle Washington, j'appelle Atlanta, j'appelle la Californie, de telle sorte que si un artiste a la garantie que pendant un an, Ouais. il a du spectacle qui est organisé, les différents promoteurs, déjà ça va coûter moins cher à tout le monde, et on pourra faire des choses plutôt sympathiques. Ouais. Moi c'est ça, c'est unifier, j'ai envie de créer une unification des différents acteurs culturels. Ouais. En Europe, je vais commencer par l'Europe, où je suis en train de monter la Ligue européenne des acteurs culturels. Ça va permettre d'harmoniser déjà les calendriers. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse soirée à Paris et un gros concert à Bruxelles. Bruxelles-Paris, c'est 3 heures. Ouais. Il y a des gens qui veulent bien faire les deux. Mais si les deux se trouvent le même jour, c'est dommage. Ouais, ça coince. Et même parfois, à Paris, le même jour, il y a 4 événements. Je veux dire, on est bien gentil, mais on va parler partout. Ouais. Si tout ça est organisé, tout ça est harmonisé, je crois qu'on peut être une diaspora solidaire, dynamique, enthousiaste. Ouais. Il faut seulement le vouloir. Ouais. Et j'ai dit, moi je prends l'exemple avec moi. Maintenant, j'ai toujours fait le spectacle au mois de mai. S'il y a quelqu'un qui veut se placer au mois de mai, qui l'appelle, on s'arrange, nous on peut se reculer, c'est pas grave. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se reste... se marche sur les pieds. Voilà, qu'on soit collé que non, c'est toujours au mois de mai qu'on doit faire. Non. S'il y a quelqu'un qui dit que voilà, écoute, je ne peux pas changer de date, je vais absolument faire mon spectacle au mois de mai, ça, ok, les autres iront en juin, d'autres iront en avril, mais qu'on puisse donner la possibilité au public de venir découvrir ce qu'on sait faire. Maintenant, au fur et à mesure, à Paris, les choses commencent à plus bouger avec des salles mythiques comme l'Olympia qui accueille maintenant des artistes comme les X-Maléa, Sans Thomas, Talent de Marie, il y a la Cigale qui a accueilli Charlotte Dipanda. Donc voilà, et je crois que l'année prochaine aussi, Charlotte Dipanda est prévu à l'Olympia. Ouais. Il y a aussi Armand qui est en train de prévoir un gros spectacle au Zénith de Paris. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Moi, je crois qu'avec ça, peut-être demain, si on remplit 2 fois le Zénith à rapport, peut-être les pouvoirs politiques vont se dire, ben, tiens, il y a quand même une diaspora qui est assez dynamique. Il faudrait peut-être qu'on s'asseye pour discuter. Ouais. Qu'on ne vienne pas louer la salle au même prix qu'un promoteur, je veux dire, un professionnel du spectacle lambda, qui soit américain, australien ou quoi. Mais on se dit que voilà, c'est quand même des Camerounais qui vivent en France. On peut leur faire un prix préférentiel qu'on fait généralement pour les artistes français, parce qu'il faut savoir que la musique française est très subventionnée. Ouais. Voilà, donc si on bénéficie aussi de pas seulement la musique, la culture est subventionnée. Exactement. Ouais, d'après toi, quelles sont les conditionnalités pour pouvoir créer cette synergie-là entre les promoteurs culturels? Est-ce qu'on a le remède magique, la potion magique? Je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas. C'est la volonté d'abord. La volonté des uns et des autres. Et l'implication, si je dis l'implication aussi des pouvoirs publics. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un chargé culturel, par exemple à l'ambassade du Cameroun, que ce soit à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Washington, qui un jour convoque les acteurs, dit voilà, asseyez-vous là, je voudrais quand même que vous fassiez quelque chose de façon organisée. Mais il va parler comment? Puisque déjà même au Cameroun, tu as la CMC, tu as la SOCAM, tu as tout, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il n'y a rien qui est organisé. Est-ce qu'il y aura la légitimité pour expliquer aux gens à Paris ou à Chicago qu'il faudrait que vous vous organisez pour faire les choses bien? Je ne sais pas. Bon, moi, je travaille, je crée des réseaux, j'essaie de prendre des contacts. Actuellement,
avec les Européens, en fait, la diaspora européenne, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'avec les Anglais, les Belges, les Hollandais, même les promoteurs suisses, on arrive à s'asseoir, à discuter. C'est plus en France que ça... Bon, ça coince un peu. Voilà, c'est la France, c'est beaucoup plus le blabla que le concret. Ouais. Bon, sur ce plan-là, précisément, au niveau de la France, s'il fallait comme ça faire un passage en revue des promoteurs culturels qu'on peut classer parmi les professionnels, tu as quelques personnes qui te viennent en tête? Oui, il y a des gens comme il y a Simon Junand qui a fait de belles choses et qui continue à faire de très très belles choses sur le plan culturel à Paris. Il y a Amarlène qui a eu une époque où il a fait des choses qui étaient plutôt bien. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de vendeurs de bière. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'il a loué la salle, il a acheté du champagne, il pense qu'il est promoteur. Non, non, cela je ne peux même pas les citer. C'est n'importe quoi. Mais par contre, il y a quelqu'un comme Christian Dedi Djemba, La Nuit en Blanc, qui a créé quand même un concept qui aujourd'hui est en train de faire le tour du monde. C'est-à-dire que partout, je vois dans les milieux camerounais, on parle de La Nuit en Blanc, mais c'est le premier, avec son ami René Mehdi, qui ont mis en place ce concept-là. Il est à sa 9e édition, l'année prochaine ce sera la 10e édition, donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui est dans la constance. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de charlatans qui s'autoproclament meilleur ceci, meilleur machin. C'est que dalle. Voilà. Il y en a des bons, mais il y a aussi quelqu'un comme Kams, qui est quelqu'un de très très dynamique, qui sait ce qu'il fait, que chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a toujours... ça a de l'impact. Voilà. Maintenant, ça c'était au niveau des promoteurs culturels, au niveau des artistes. Qu'est-ce qu'on dirait des artistes camerounais établis en France? Maintenant, ils ont... En dehors, comment on dit, comment on peut les qualifier, les vieux routiers comme les Manu Dibango, les André Maritala. Non, je parle de la nouvelle génération, bien entendu. La nouvelle génération. Il y a des artistes comme Serge Polo qui s'en sortent plutôt très bien. C'est un très bon compositeur, un très bon vocaliste. Il y a Mathématiques de Petit Pays qui est en train de faire son sillon petit à petit, mais il est en train de monter très très fort. C'est quand même rare d'aligner 4 titres, 4 albums et 4 succès. Il y a très peu de gens qui auront fait ça. Il y a un Petit Pays lui-même qui se maintient depuis 30 ans au sommet. C'est Charlotte Dipanda, ça c'est un autre créneau. Mais aujourd'hui, je crois que demain, ça sera le fer de lance de la musique camerounaise. Je crois que Charlotte Dipanda, on le comptera maintenant surtout qu'avec elle. Oui, c'est bien quand tu l'introduis en précisant que c'est un autre créneau. Il est question aujourd'hui, quand on parle d'intégration, de voir, c'est un dilemme permanent, est-ce qu'il faut rester enfermé dans nos cultures et courir le risque de voir cette culture-là mourir, ou alors s'ouvrir? Si oui, s'ouvrir jusqu'à quel niveau? Pour être concret, je prendrai le cas de Charlotte qui est un niveau moyen, mais je prendrai beaucoup plus le cas de référence Richard Bona, qui, quand on écoute, j'ai plusieurs fois testé des gens de différents horizons. Quand on écoute la musique de Bona, le fond culturel est là, identifié. Mais cette musique, à chaque fois qu'on me pose la question de savoir d'où elle sort, et parce que je connais le travail de forme de Bona, qui a fait le tour du monde et qui a incorporé toutes sortes de sonorités dans ses musiques, est-ce que ça c'est la voie? Est-ce que ça c'est la solution de survie pour la culture africaine en général et camerounaise en particulier? Oui, mais il faudrait aussi dire que on ne peut pas suivre une seule voie. Il faut un peu de tout. C'est-à-dire que même dans la musique occidentale, chacun est dans un créneau. Je veux dire, il n'y a pas une musique universelle. Mais si on peut dire qu'on veut choisir un créneau pour être l'ambassadeur de la musique camerounaise, peut-être le côté Bona. Mais sauf que, est-ce qu'on arrive à identifier ça par rapport à un terroir, par rapport à notre terroir? Le fond y est, comme tu as
Ouais, les sonorités. Voilà. Ouais. C'est bien identifié. C'est bien identifié. Ouais. Mais c'est aussi beaucoup jazzy. C'est-à-dire que c'est. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi la musique camerounaise urbaine où les gens n'ont pas envie de réfléchir, ils veulent juste danser. Donc, si je comprends bien, Maître Bona, c'est de l'élitisme ou... Oui. Mais pourtant, il a... Oui, il a des albums que je dirais 80% traditionnels. Ben, je vais dire, hier j'étais à une fête camerounaise ici à Chicago, et je n'ai pas écouté Richard Bona. Ouais. J'ai écouté Petit Pays, j'ai écouté Mathématiques. Je veux dire, il ne faut pas qu'on nie la réalité. Ouais. Les Camerounais veulent danser. Ouais. C'est-à-dire quand ils sortent le soir, ils ne veulent pas forcément aller réfléchir. Ouais. La musique de Bona, ça appelle quand même un peu au travail de ménage. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est un créneau. Ouais. Mais la musique populaire, il ne faut pas non plus la négliger. C'est celle-là qui donne la joie au peuple. C'est ça l'opium du peuple. Cette musique populaire. Tout ce que je demande, c'est qu'elle soit quand même bien harmonisée. Ouais. C'est lorsque vous entendez des chanteurs qui ne sont pas dans la gamme, vous entendez des guitaristes qui sont à côté, il n'y a pas d'harmonie entre le batteur et parce qu'on a mal fait, on a mal calé les mixages et tout ce machin. Là, je trouve que c'est dommage. Ouais. Quand c'est bien fait, je veux dire, il y a la musique ivoirienne. Les Ivoiriens, il y a la jeune génération qui sont avec le coupé décalé, tous ces trucs-là, ça fait tout le bruit, ça plaît à certaines personnes, moins à d'autres. Il y a d'autres en Côte d'Ivoire qui écoutent encore le Ziglibiti. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a les jeunes qui ont pris un créneau que l'autre a disparu. Ouais. Voilà, c'est juste que si quelqu'un trouve un créneau sur lequel il peut faire évoluer la musique camerounaise, qui soit bien harmonisé, et qui ne se coupe pas aussi beaucoup de la masse populaire. Ouais, il y a un autre aspect de Bona sur lequel j'insiste très souvent, c'est que au-delà des sonorités, il a cette particularité qui chante dans sa langue maternelle. Et c'est cette langue-là, j'ai vu plusieurs chanteurs de l'Amérique du Sud, de l'Europe, chanter dans la langue de Bona, interpréter les musiques dans la langue de Bona. Ça veut dire que quoi? Que Bona a réussi à imposer notre culture à l'extérieur. Henri Dikongé. Le style Dikongé, comment est-ce que tu le situes par rapport à la musique moderne? C'est une musique, moi je trouve que c'est une musique. Est-ce que c'est aussi une musique qui fait réfléchir ou bien c'est... Oui, je veux dire que c'est une musique, je veux pas jusqu'à dire que c'est une musique de salon. Ouais. Je veux dire que c'est quelque chose qu'on écoute, c'est une musique qu'on écoute. Ouais. L'Africain en général exprime comment dire, exprime je peux dire l'acceptation de la musique par le corps. Je veux dire que ce n'est pas souvent trop rythmique. Voilà, c'est-à-dire tout est un peu rythmique, ils aiment bouger. Ouais. La preuve, c'est que même Richard Bona, quand tu arrives dans la discothèque, on essaie de mettre un tempo plus accéléré, on te met Richard Bona pour faire danser les gens dessus. Donc, je veux dire, on ne peut pas nier qu'il y a ce côté rythmique qui doit rester, mais il faut aussi le côté, comme ici, certains écoutent Chopin, la musique classique, et d'autres écoutent Johnny Hallyday. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un peu de tout. Ce qu'il faut pour la musique camerounaise, pour rayonner à travers le monde, c'est qu'il y ait un courant dans lequel plusieurs personnes sont et qui envahissent. Si c'est un artiste ou deux maximum qui sont connus partout, ce n'est pas la musique, c'est deux artistes camerounais. Ouais. La musique camerounaise rayonne lorsqu'il y a un courant. C'est comme les Aïrois, l'ancien Zaïre, avec le Numbolo, ils ont pris toute l'Afrique avec. Après les Ivoiriens avec le coupé décalé, ils ont pris toute l'Afrique. Maintenant les Nigérians avec leur, je ne sais pas comment ils appellent ça, l'Anja, ils ont pris toute l'Afrique, même l'Europe aujourd'hui, dans les radios européennes et même américaines, on commence à écouter la musique nigériane. Voilà ce que j'appelle un courant. Voilà que faire comment dire, faire rayonner la musique à l'extérieur. Lorsque c'est un courant qui suit. Oui, là, ça me permet tu abordes un point intéressant là parce que ça me permet de revenir un peu en arrière
pour parler de la vieille garde. Je reviens là-dessus parce que, avec des exemples assez précis, Manu Dibango, tu dois certainement connaître l'histoire de Manu Dibango avec Michael Jackson. Tu connais l'histoire de Tal-André Marie avec James Brown. James Brown. Oh, tout à fait. Et tout récemment, les Anglois avec la jeune avec Shakira. Et pas très loin de nous, il y a eu Sans Fantoma qui a imposé la musique ivoirienne à travers Mewé. Ce n'est qu'un courant de Makassi. C'est donc, je dis, est-ce que ce n'est pas parce que les artistes camerounais sont tombés dans la facilité? Et chaque fois que moi je parle de la facilité dans laquelle les artistes sont tombés, j'ai un exemple très concret, qui est Petit Pays. Voilà un artiste que personnellement j'ai suivi lorsqu'il a sorti ces 3 premiers albums. Et le dernier dont je me rappelle qui était le résultat d'un travail de fond, c'était C'est bon. Ça, c'était un album qui a franchement montré le niveau. Là où peut-être je peux dire que c'était le sommet, parce qu'après ça, Petit Pays s'est engagé dans la facilité comme tous les autres. Est-ce que ce n'est pas parce que les artistes camerounais sont tombés dans la facilité que les Congolais, même les Ivoiriens qui étaient derrière nous, qui nous copiaient, sont passés devant? Est-ce que effectivement là-bas il y a pas de problème? Moi je crois que c'est parce que les Camerounais ne transmettent pas. Chacun va être seul dans son créneau. Chacun va être seul. Lorsque en Côte d'Ivoire, Douk Saga crée le coupé décalé, il le laisse aux Ivoiriens. Chacun vient améliorer comme il peut. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à améliorer le makossa. Parce qu'il y a une façon de faire, il faut toujours que ce soit la guitare rythmique qui soit en blanc, blanc, blanc. On n'a jamais estimé que peut-être sur une chanson, on peut peut-être la supprimer, le remplacer peut-être par des claviers. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire que malgré les années qui sont passées, aujourd'hui, quand quelqu'un fait un album makossa, il va encore chercher Toto Guillaume. Mais qui veut quand même se reposer. Il est en train de faire les albums makossa. Non, mais il y a eu un problème à un moment donné où le Ndombolo, il y a eu un mixage makossa Ndombolo, les gens sont pleins. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? C'est ça, je veux dire qu'il y a des faux puristes qui pensent qu'ils sont là. J'aime pas ces trucs de la pensée unique. Dire qu'on a pollué le makossa parce qu'on a rajouté les guitares zaïroises. Non, la musique est universelle. Si c'est le makossa que vous aimez là, allez écouter ça. Il y a des gens qui vont toujours chanter ça. Mais n'empêchez pas les autres de faire de la recherche. Non, je ne suis pas non plus pour le copier-coller. C'est-à-dire que venir juste copier, faire exactement la même musique et puis chanter juste en... non. Comme tu as dit, Mewé s'est inspiré de Sans Fantoma. Ça veut dire que si les Ivoiriens avaient dit ah non, ça ressemble au Makassi Sans Fantoma, on ne veut pas écouter, il n'y aura pas cette évolution de la musique ivoirienne. Parce que c'est Mewé qui avant que les autres arrivent, c'est Mewé qui lance, mais il s'est inspiré d'une musique des autres. Nous, on a régné pendant un certain temps, mais on a cru qu'on était arrivé. On a pu travailler. On a pu travailler. Nous avons des excellents instrumentistes. On a les meilleurs bassistes du monde. On est parmi les meilleurs batteurs du monde. Mais on a les mauvais... Les meilleurs saxophonistes. Mais je crois qu'on a les plus mauvais guitaristes du monde. On a les plus mauvais chanteurs du monde. Parce qu'ils ne travaillent pas. Il y en a peut-être 3. La plupart, tu écoutes l'album, ils chantent faux. Ils arrivent ils veulent vendre ça. C'est complètement ridicule. Tu ne pourras jamais voir un album zaïrois sorti s'il y a juste un seul problème de gamme. C'est impossible. La preuve, c'est qu'avant de faire l'album, d'abord tu chantes dans un groupe dans lequel on te juge, tu fais tes classes, machin, tout. Et c'est là qu'après, à la fin de tes classes, que tu peux sortir d'album. Ah bon? Et tu dois avoir un arrangeur. Aujourd'hui, les Camerounais ils font son album dans sa chambre. Il n'y a personne qui l'écoute à part lui. C'est le jour que ça sort qu'on découvre, il n'y a pas une écoute critique derrière. Il n'y a pas eu un arrangeur. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les arrangeurs. Que quand tu fais un arrangement de tel, il vient laisser de voir que non, ça, voilà ton idée, là, mais il faut plutôt faire comme ça. Il y avait des coachs vocaux
Quand tu chantes, il dit que non, tu n'es pas sur la gamme, change comme ça, tu dois plutôt faire. C'est comme ça avant les studios. Je me rappelle quand j'allais voir les anciens là enregistrés. Il y avait toujours des personnes, il y avait des gars comme des Georges Seba qui étaient toujours dans les studios. Ils disaient, ah non, non, c'est pas moi, il faut plutôt faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça. Mais maintenant, non, le gars il chante tout seul dans sa chambre, il te balance l'album. Comment on peut juger un truc comme ça? C'est ça le problème, qu'on n'est pas organisé. Chacun peut sortir tout et n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais musiciens. Comme je le répète, on a les meilleurs bassistes de la terre, on a les meilleurs batteurs. Mais au niveau des guitaristes, pour moi c'est une profession qu'il faudrait disparaître. Parce qu'ils font exactement tout le temps la même chose. Ils font exactement la même chose. Et comme les chanteurs viennent, ils font... Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ok, maître. La dernière partie de notre entretien va focaliser sur votre séjour aux États-Unis. Je présume qu'au-delà des vacances, comme tu l'as dit, tu as essayé de prendre des contacts pour pouvoir effectivement créer cette synergie entre les acteurs culturels. Quel est le bilan? Parce que je sais que tu es sur le point de départ. Oui, je pars bientôt. Quel est le bilan que tu as? Bilan plutôt positif. J'ai de bonnes discussions avec des acteurs culturels, que ce soit à Chicago, même jusqu'à hier, quand j'étais avec des organisateurs qui veulent absolument faire un artiste. On s'est arrangé, on est quasiment d'accord pour faire ça. Washington aussi, des belles rencontres, des personnes qui sont dans le milieu, des artistes aussi. Qui veulent dynamiser le secteur. J'ai découvert un cabaret par exemple à Washington avec des chanteurs, avec des artistes qui jouent en live. Je ne savais pas que c'est un groupe très très bien constitué. Ça c'est à DC ou à Maryland? À DC je crois. Non, c'est à DC. J'en suis sûr, c'est à DC. C'était un truc extraordinaire. Voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Après, à New York aussi, j'ai rencontré des acteurs. Voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Aujourd'hui encore, j'étais au téléphone avec, on va caler une date pour le mois de novembre par rapport à Washington, où il faut constituer un plateau, que je mette mon équipe aussi à disposition, pour pouvoir travailler la promo. Donc oui, le voyage a été fructueux. Maintenant, j'entrerai dans le détail plus tard, quand tout sera consolidé, signé et tout ça. Pour l'instant, je ne vais pas trop balancer. Mais c'était fructueux. Maintenant, pour résoudre le dilemme de la culture dans son essence propre, c'est-à-dire quand on parle de du makossa, ça a des sonorités instrumentales qui sont des instruments qui viennent de l'Occident. Mais on a des artistes aujourd'hui qui limitent au maximum l'instrumentalisation dans la musique. Je pense à cette jeune fille-là, à ses photos. Voilà. Et avant qu'elle, il y a celle qui est établie en France depuis très longtemps. Coco Atiba. Quelle est la lecture que tu fais de ce genre musical? Il y a un public qui aime bien écouter des voix. Il y a un public qui aime bien écouter des histoires. Il y a un public qui aime bien qu'on le conte. Il y a aussi Donny Elwood qui est dans ce créneau-là. Il y a un public qui aime bien écouter ça. Mais on ne peut pas dire que c'est ça qui sera l'avenir de la musique. Chacun son couloir, c'est plusieurs couloirs. Maintenant après, c'est créer une synergie entre tout ça, créer un mouvement. La musique camerounaise, son problème actuellement, c'est les artistes qui chantent faux. Quand on va pouvoir faire un tri de tout ça, que pour pouvoir s'inscrire à la SOCAM, qu'on écoute, qu'il y ait quand même un comité d'éthique qui écoute pour dire que non, allez encore travailler. Ça ne peut pas sortir. Je crois que les choses vont évoluer. Ok, maître, sinon, je ne dirais pas que c'était ça votre conclusion. Sinon, en tant que promoteur culturel, entrepreneur, chef d'entreprise, quelle lecture vous pouvez faire entre l'intégration en Europe et l'intégration en Amérique du Nord pour sortir de ce entretien? Oui, je ne veux pas frustrer mes amis européens, mais en Amérique, quand même, les gens se sont
beaucoup concentrés sur le travail. Ils ont compris quand même qu'ils étaient à l'étranger pour travailler. Le système ne te laisse pas le choix. Voilà, ça j'ai compris. Mais par contre, ce que je veux apporter à l'Amérique, ce que je voulais apporter à l'Amérique, et je crois que je vais le faire, cela dit que travailler c'est bien, mais le loisir aussi c'est bien. Ouais. On est plus rentable lorsque on a l'esprit dégagé. Ouais. Je mets sans prétention aucune, je ferai des conférences dans des entreprises américaines qui emploient des Africains pour leur dire, encouragez-les à s'amuser aussi le week-end parce que ça les rend plus dynamiques le lundi. Ouais. Quelqu'un qui a passé un bon samedi, qui n'a pas stressé pendant cette période-là, le lundi, il est plus rentable. Il est plus rentable. Il a plus serein. Voilà. Contrairement à l'Europe où ils ont un peu oublié le travail, ils ont mis trop de loisirs. Je leur dis, pensez aussi quand même à travailler. Arrêtez avec trop de loisirs. Ouais, ouais. Vraiment, cela a failli m'échapper. On a beaucoup plus parlé de la musique. Il y a un aspect qu'on a failli manquer, c'est l'aspect du théâtre, de la comédie. Où est-ce qu'on en est avec la comédie au niveau de la France? Il y a pas mal de comédiens qui ont... comédie. Je ne veux pas me faire d'ennemis. mais en tant que promoteur culturel, on a le devoir de se prononcer sur... C'est devenu de la mendicité, c'est plus de la comédie. On donne un micro à un comédien qui se fait là, il cite le président tel, moi je viens me donner ça. Il n'y a rien. Par contre, c'est la vie. Ouais. Ah là, il a en train de faire une formidable carrière. C'est la vie là, chapeau, respect. Ouais. Elle est en train de faire une formidable carrière. Ouais. Elle remplit de théâtre à Paris. Ça, ils vont m'en vouloir, hein, parce que tous sont mes amis quand même, je les aime bien. Mais honnêtement... Mais on ne cite pas les contemporains, on les a pas cités. On cite des exemples, comme c'est la vie. Et Narcisse, tu as des nouvelles de Narcisse? Kokam Narcisse. Kokam Narcisse, il est au Cameroun. Ouais. Kokam Narcisse au Cameroun. Alors c'est un très très bon comédien. Sauf qu'il faudrait, ce que je veux dire, il faudrait que les Camerounais comprennent que on ne peut pas être en même temps auteur, compositeur, interprète. Les plus grands comédiens occidentaux ont des auteurs. Ouais. Qui écrivent pour eux. Qui écrivent pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont un talent. Ouais. Mais tu ne peux pas en même temps toujours chercher des histoires. Après, finalement, tu dis n'importe quoi. Je ne parle pas pour Kokam Narcisse, je parle pour l'ensemble des comédiens. Ce qui est vrai pour les musiciens, également voilà. pour les... S'il y avait des gens qui pouvaient écrire pour eux, faire des sketchs bien, comment dire, bien organisés, bien millimétrés, et qu'eux viennent juste délivrer, on aurait... magnifique. Jamel Debbouze, depuis longtemps, il n'écrit plus, on écrit pour lui. Ouais. Et ce n'est pas une honte. Non, mais... C'est même ce qu'il faut. Ouais. C'est une industrie. C'est une industrie avec des auteurs. Mais nous, le gars, il veut être auteur, il veut être compositeur, il veut être interprète. Après, il dit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas structuré. Ouais. Parce qu'ils ne veulent pas travailler avec des gens. Et le problème aussi, c'est que le jour que l'auteur va commencer à écrire, ça va marcher. Il va penser que c'est comme c'est lui qui écrit, que lui aussi va dire ça va marcher. Ouais. Voilà d'où se pose le problème. Ça s'est posé dans la musique où il y avait des gens qui écrivaient des chansons pour d'autres. Dès que ça marche, lui, il part chanter la même chanson. Ouais. Ok, maître, merci pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Ok. À très bientôt. À bientôt. Naye, pembeni nayo yoka, toza koluka, mikolo nyonso se bomo. Naye.